très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs, fidèles amis de l'autre journal. Nous sommes contents de vous savoir encore nombreux au rendez-vous cette semaine avec les sujets que nous avons préparés pour vous. Vous vous demandez sûrement comment va la République très très démocratique du Togo. Oui, nous sommes là pour vous parler de quelques sujets. D'abord, nous parlerons du football et du manque criard des infrastructures dans ce domaine, dans ce secteur, avec des invités sur ce plateau. Nous parlerons également du phosphate, phosphate au Togo. À qui, ou bien qui sont ceux qui gèrent ce minerai, cette ressource dont regorge le pays. Nous terminerons avec nos cimetières, les cimetières à travers le pays, et quels soins donner à ces cimetières. Voilà les trois sujets sur lesquels nous allons débattre au cours de cette émission. Avec nous sur ce plateau, nous avons Francisco Napokura, il est le directeur de publication du journal Tampan Express. Francisco, bonjour. Oui, bonjour Isidore, et bonjour à nos très chers et disons téléspectateurs, youtubeurs comme je le dis. Donc nous sommes avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Et le second invité, il s'agit bien évidemment de Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour Francis, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Voilà, je rappelle qu'il est le directeur de publication du journal L'Alternative. C'est avec les deux invités que nous allons débattre dans cette émission pendant 1h30. Voilà, avant de commencer cette émission, Francis, tu as un coup de gueule à pousser par rapport à un fait qui se déroule d'habitude dans notre, que ce soit dans la capitale ou à l'intérieur du pays, ou quand le premier homme du pays veut se déplacer, donc tout le monde doit se terrer quelque part. Oui, vivement c'est un coup de gueule sur la sécurité présidentielle. On sait que nulle part au monde, personne ne blague avec, disons, la sécurité présidentielle, mais c'est que dans notre pays, la manière dont ça se déroule, ça fâche. Je prends par exemple le samedi dernier. Le samedi dernier, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, était à un forum à Tchévier qui s'est déroulé, je crois, sur le stade municipal de Tchévier. Vous imaginez que le matin déjà à 4 heures, toutes les voies, sinon la nationale numéro 1 a été bloquée, surtout aux véhicules lourds, des poids lourds. Vous savez que la nationale numéro 1, c'est l'épine dorsale, c'est par là que passe, disons, plus de 70% du trafic routier. Et donc, cette voie a été bloquée au camion. Donc, il fallait voir. Nous, on avait quitté Lomé à 13h pour aller vers le nord, pour pouvoir traverser la ville de Tchévier avec un petit véhicule. On a fait, disons, 1h30 pour arriver le village de Kwasikoulché, pour arriver à Gbelouvé. Ce qu'on faisait d'habitude dans l'ordre de 30 minutes. Donc il y avait des déviations dans la ville de Tchévier, ce qui n'est pas aussi évident avec les ruelles de Tchévier qui ne débouchent jamais sur de bonnes pistes. Et puis vous allez, après avoir quitté, sinon après le retour sur la nationale numéro 1, il faut voir comment les camions étaient alignés et disons c'était totalement le désordre parce que d'autres tentaient sans savoir ce qui se passait de l'autre côté et même des petites voitures sont obligées de venir partager la petite portion qu'il y a. Donc c'est comme ça se vit. Et dommage pour avoir vécu plusieurs fois ces événements, surtout quand je vais à Bassar et que le chef de l'État se déplace et vient en visite. Vous imaginez que depuis le matin, on coupe par exemple le téléphone. C'est-à-dire qu'on amène un groupe électrogène juste pour alimenter et là où va se dérouler la manifestation présidentielle. Donc le courant est coupé. Groupe électrogène et je dis groupe électrogène, le courant est coupé. Donc pas de connexion pour appel téléphonique ni connexion internet. L'eau est coupée, je vous dis le courant aussi. Pour un samedi, jour de marché, imaginez la colère des populations. Imaginez les pertes énormes que
les gens réalisent lorsque le chef de l'État doit visiter une localité. Je n'ai pas cherché à savoir si c'est le même phénomène qui s'est déroulé à Tchévier, mais c'est que Tchévier, c'est la manière dont la route a été bloquée. Et dès que le chef de l'État quitte, c'est la débandade totale. C'est-à-dire que sa sécurité aussi quitte. Il n'y a plus de policiers pour réguler la route. Donc vous imaginez, vous pouvez quitter Agbelouvé pour arriver à Lomé 5 heures, 6 heures de temps après. Ce qui n'est pas du tout normal. Il faut que la sécurité présidentielle puisse définir la manière dont sécuriser la présence du chef de l'État à des endroits, parce que je dis c'est le commerce, je dis c'est le business téléphonique qui en pâtit, c'est le courant qui également, la société n'aura pas son revenu, et l'eau aussi en pâtit. Je dis que quand on coupe, puisque c'est l'électricité qui tourne tout, donc alors toutes les villes, tous les commerces, toutes ces localités sont bloqués pour juste une visite du chef de l'État qui devait normalement faire bondir le cœur des populations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ce coup de gueule. Ferdinand, tu as quelque chose à ajouter quand on sait qu'ici à Lomé, les gens vivent le phénomène également. C'est un phénomène régulier. Oui. Et à Lomé, la presse en a parlé plusieurs fois. Si ça ne débouche pas sur des accidents, les cortèges qui tuent des enfants. La dernière fois, c'est une ambulance qui a eu vraiment du mal à évacuer un malade parce qu'il a été bloqué par le cortège. Et c'est dommage que ce genre de choses se passent dans nos pays. Encore que, comme Francis venait de le dire, on n'a pas de route. S'il y avait par exemple des voies de déviation, de construites en conséquence, on laisse par exemple la bretelle qui rentre à Tchévier, qui ne part pas d'Avier, les gens, les poids lourds contournent la ville de Tchévier et puis ils partent. Mais on n'a pas de route, c'est pas possible. Donc le peu de routes qu'on a sont bloquées parce que le premier responsable du pays est dans la zone. On ne badine pas avec sa sécurité, toutes les activités s'arrêtent, les gens sont bien obligés d'attendre jusqu'à son départ avant de reprendre le chemin. Vous imaginez ce que cela constitue comme une perte en termes économiques pour les opérateurs économiques, les désagréments pour les usagers et tous ceux qui sont dans la mobilité. Donc, je ne sais pas quelle solution il faut, mais on vous dira qu'on ne blague pas avec la sécurité présidentielle. Et comme je vous le dis, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle. Je ne pense pas que d'ici demain, les habitudes autour de la sécurisation du cortège présidentiel changeront. Et encore que ces gens, ceux qui font ça, ils n'écoutent personne, ils ne reçoivent que des ordres. Vous ne pouvez pas les convaincre de quoi que ce soit. Eux, ils sont là et ils appliquent les ordres. Donc vous attendez et si vous ne faites pas attention, vous risquez même de les provoquer et ça peut dégénérer sur des arrestations. Donc, espérons qu'un jour ça changera. Vous vous rappelez qu'il y a des moments, pendant que chaque fois on bloquait les routes, déjà à 11 h, on bloque la route parce qu'il doit quitter la présidence de la République, c'est-à-dire la plage pour Lomé 2, et les après-midi également, c'est comme ça. Mais un jour, il nous a déclaré sur la TVT qu'il n'a jamais su qu'on bloquait les routes. Oui, pendant ce qui s'est pratiqué pendant plus de 20 ans, un jour, Adema nous a dit, je crois que les bandes doivent exister encore, qu'il ne savait pas qu'on bloquait la route. On dit non, mais Excellence, on bloque la route pour vous. Et à un moment donné, ils ont commencé sur le boulevard, un côté circule, mais lorsque Forêt est arrivé, on a compris que en temps, il allait tôt au service pour éviter qu'on bloque par exemple les routes à Lomé ou Carmar lorsque la présidence est venue vers son domicile. Donc là, lui, il ne dérange plus tellement. Mais c'est les populations de l'intérieur, lorsqu'il veut faire une visite officielle, qu'on paralyse l'économie, on paralyse la société de la sorte. Donc il va falloir que les gens y réfléchissent. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas sécuriser le chef de l'État. Partout au monde, la sécurité du chef de l'État est la première des choses. Mais il faut le faire de façon soft pour que les gens puissent vivre. D'accord, il faut le faire de façon soft et espérons qu'un jour ça va changer, comme l'a dit Ferdinand tout à l'heure. Voilà, et le football togolais, comment est-ce qu'il se porte? Quelqu'un me dira,
tout de go que il se porte très mal. Mais depuis quelques jours, le ministère des Sports a entrepris une professionnalisation du football au Togo. Voilà, une belle initiative que certains commencent par saluer, mais dans la professionnalisation du football au Togo, qu'est-ce qu'on met dedans avec ce manque criard d'infrastructures que nous constatons au Togo? Voilà. Francis, tu es au courant, tu as vu les reportages sur les médias. On parle de la professionnalisation du football au Togo aujourd'hui. Oui, personnellement, c'est pas un domaine qui m'intéresse beaucoup parce que le Togo, c'est un bon élève en matière de réforme, environnement économique, environnement de choses. Mais lorsqu'on rentre dedans, les tests sont beaux, mais la réalité sur le terrain est tout autre. On a parlé de professionnalisation de la presse, d'aller créer société. Donc, vous créez société avec siège, c'est des charges qui viennent s'augmenter à vos, qui viennent s'augmenter à votre niveau, parce que pour avoir un siège, il faut louer. Et si vous allez constituer votre structure en société, il y a le coloraire qui est de l'autre côté, qui est les impôts, parce qu'après, il faut aller au fixe se déclarer. Ça veut dire qu'on est imposé désormais, d'accord? Et il n'y a pas une taxation particulière pour la presse, qui peine déjà, parce que les gens parlent de professionnalisation en regardant ce qui se passe ailleurs. Les gens, par exemple la presse, ailleurs, quand vous prenez Bolloré, avant de rentrer véritablement dans la presse, mais tous ces groupes de communication étaient financés par le maritime. C'est-à-dire que les bénéfices qu'il fait dans le maritime, dans les plantations, c'est avec ça qu'il finançait les gratuits, les presses, au profit des hommes politiques, jusqu'au moment où il a acquis, comment vous l'appelez, Canal Plus, d'accord, qui finalement génère de l'argent. Donc à l'origine, ce n'est pas qu'il s'est levé avec des papiers pour aller créer une entreprise de presse, mais l'entreprise de presse a été portée par une activité économique solide. Donc si chez nous, on va faire comme ça, ça va être totalement un échec. C'est la même chose qu'on est en train de transposer au niveau du football. Lorsque nous prenons la structure du football togolais, et togolais tel que moi je connais un peu, parce que pour avoir été, disons, un membre proche de l'équipe de Bikinti de Bassa, au fait, c'est une association loi 1901, d'accord, qui est ainsi créée, et pratiquement tous nos clubs sont des clubs identitaires, des clubs liés à une préfecture, liés à une communauté, sauf les corps corporatistes que nous avons aujourd'hui, comme les OTR, ASOTR, AS Togo Port, et Dito, normalement qui ne devaient pas être admis dans le championnat national de football. D'accord? Maintenant, on va quitter ce côté loi 1901 pour aller vers la création d'entreprises. Ok? Qui dit professionnalisation, dit que le club Bikinti de Bassa ne sera plus régi comme une association de village ou de communauté, va muter vers une entreprise. Déjà, à l'étape initiale, les clubs sont portés par peut-être un seul homme ou deux, d'accord, qui sont des apporteurs de fonds pour pouvoir faire fonctionner les équipes. Maintenant, quand on tend vers la création d'entreprises, est-ce qu'on doit se poser des questions? Est-ce que déjà le club, en étant corporatrice ou club identitaire et communautaire, est-ce que ces clubs généraient des ressources pour dire que lorsqu'on va transformer en entreprise, on pourra aussi, disons, rentabiliser et payer les charges? Parce que, à ce que je sache, il n'y a pas derrière une fiscalité spéciale, spécifique. Parce qu'en Europe, la fiscalité des clubs est différente de ce que nous sommes en train de faire au Togo.
comme je viens de le dire, je viens de l'évoquer, on a dit que la presse devienne entreprise. En devenant entreprise, il y a des implications qui aujourd'hui, avec même le nouveau SMIC, qui constitue un autre problème. Et maintenant, pour les clubs de foot qui vont devenir professionnels, sur quels moyens ils vont rouler? Est-ce que les actionnaires vont se mettre ensemble et commencer par payer les impôts sans avoir des revenus? Parce que nos clubs, comme je le dis, c'est du bénévolat, c'est des mécènes qui portent les clubs. Donc, il faut y réfléchir pour ne pas retomber plus bas. Oui, merci beaucoup, Francis. Oui, à entendre Francis, il n'en croit pas, mais effectivement, quand même, il faut arriver à cette professionnalisation. Oui, moi je voulais aborder la question sur deux phases. La première phase par rapport au texte, la deuxième phase par rapport aux infrastructures. Comme Francis le disait tantôt, au Togo, les tests n'ont jamais créé de problème. On a toujours même de très bons tests. Après, c'est dans l'application qu'on voit quelques soucis. Il y a eu déjà dans les années 70, si mes souvenirs sont bons, une première réforme de football au Togo avec les clubs de première division qui ont entraîné la naissance d'autres clubs à l'époque. Les anciens peut-être s'en souviendront. Et aujourd'hui, il est dit que c'est urgent ou c'est nécessaire d'aller à la professionnalisation. Il faut reconnaître quand même qu'il y a un semblant, ce n'est même pas un semblant, un désordre total dans cette histoire d'organisation même du football dans notre pays, où les clubs naissent et disparaissent au gré des individus ou de leur déboire, voyez-vous, et vous ne pouvez pas bâtir un football solide à partir de là. Il y a nécessité aujourd'hui de réorganiser les ligues, de réorganiser les clubs de première division, de telle sorte que n'importe qui ne peut pas se lever un matin pour dire c'est parce que j'ai de l'argent, je crée un club, si demain il tombe, il meurt, il n'y a plus personne pour assurer la continuité. Donc le fait déjà de vouloir supprimer les clubs corporatifs, c'est une bonne chose. Parce que dans un pays normal, ce sont les grandes sociétés qui financent le championnat. Quand les sociétés elles-mêmes créent leurs clubs, non seulement elles deviennent un concurrent, mais c'est aussi... c'est des sociétés d'État, c'est aussi des réseaux de détournement d'argent. C'est-à-dire, on dit, ah, ASOTR va jouer, on débloque des fonds. Et ça, c'est les impôts, c'est la fiscalité, c'est l'argent du contribuable. Il y a des gens qui font les surfacturations, après l'argent se retrouve dans les poches de quelques individus. AS Togo Port, pareil, Tito, peut-être pareil. Et donc, c'est aujourd'hui, par exemple, la Lonato sponsorise le championnat. Donc, c'est une bonne chose. Donc, il faut arriver à un moment... Voilà, il faut arriver à un moment où les sociétés d'État sont là pour générer de l'argent pour le budget national. C'est pas pour aller financer des activités, c'est pas culturelles ou je ne sais quoi. Donc, il faut supprimer tout ça parce que ces clubs créent la confusion dans le football. Et ces clubs n'ont jamais de supporters. Dites-moi, AS Togo Port, c'est qui sont ces supporters? Ils n'en ont pas. Si des gens vont au terrain pour les applaudir, ils ont certainement payé les gens. Les militaires, d'accord, parce qu'eux, ils sont un corps organisé. Ils peuvent aller au terrain avec Dito pour supporter. AS OTR, c'est qui les supporters là-bas? Il n'y en a pas. Donc, c'est des clubs de plaisance que les gens ont créés et qui sont devenus des véritables instruments de pompage de l'argent public et qui rentrent dans les poches de quelques individus. Donc le fait déjà d'envisager de les supprimer, je pense que c'est une bonne chose. Le fait aussi de limiter les clubs par préfecture, c'est aussi une bonne chose, a priori. Parce que vous avez dans certaines préfectures, pour des raisons de querelles, parce qu'il y a eu des querelles avec des arrière-pensées politiques qui sont nées dans la même ville, entre plusieurs quartiers. Donc des gens sont partis d'ici, sont allés créer d'autres clubs ailleurs, dans la même ville. Ça devient des problèmes dans la ville, alors que nos villes ne sont pas généralement de grandes villes. Vous prenez Kara, Sokodé, ce n'est pas de grandes villes. Ce ne sont pas des villes qui sont à la taille de très grandes villes. Et ce n'est pas normal que ces villes disposent de 2, 3, 4 clubs
Parce que sur le plan même de la mobilisation des ressources, ça ne servira pratiquement à rien. Et puis après, il y a des problèmes. Sur quel stade il faut jouer? Les gens m'ont dit, oui, ce terrain, c'était pour telle équipe, vous venez de naître, on va vous permettre de jouer, tout ça. Et on voit aussi à Takwame, par exemple, où les problèmes autour du Faudier ont entraîné la création d'un autre club, voilà. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, le fait de ramener les clubs, de limiter les clubs par préfecture, je pense qu'ils parlent de un club par préfecture, c'est ça. Et puis après, de faire en sorte que Lomé ait 4 clubs. Bon, c'est une bonne idée. Et on voit bien aussi que les clubs qui sont portés par des individus, lorsque ces individus ont des problèmes, ces clubs chavirent. On a vu Maceda ici avec Tata Avlessi qui avait de très bons projets, mais dès qu'il a eu des soucis, tout est tombé à l'eau. On voit bien aujourd'hui Maranatha de Fiokwa à Wame, à Meyi, quand il était au sommet de sa gloire, lui seul, il a pu construire un stade, il a monté un club mythique, mais aujourd'hui qu'il traverse des moments difficiles, son club ne rayonne plus comme avant. Il y avait un adjudant qui a créé un club à Défalé, qui s'appelait Kakadel. Je pense, c'était un adjudant. Voilà, quand ce monsieur est décédé, le club est totalement mort. C'est maintenant que les cadres de la localité ont essayé de réveiller le club, mais il n'est pas encore performant comme il était avant. Donc, je pense que il faut d'abord réorganiser les clubs. Et puis après, revoir les tests, regarder un peu les ligues. Et maintenant qu'on a la décentralisation, faire en sorte que les clubs ne soient pas trop loin des mairies. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut faire en sorte que... Aujourd'hui, par exemple, en France, il y a un problème. Il y a les Qataris qui veulent acheter le Parc des Princes. La mairie dit, je ne veux pas vous vendre parce que c'est une propriété de la mairie de Paris. Ils sont en discussion. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc, le Parc des Princes, c'est une propriété de la mairie de Paris, même si le club a été racheté par... le Paris Saint-Germain a été racheté par les Qataris. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait d'abord une mobilisation dans chaque ville des habitants autour de leur club, qui a une certaine identité. C'est comme avant, quand on disait Semasijou, ce qu'on appelle Zongo dans les tribunes, tout le monde sait ça. N'importe où se trouvent nos frères Thème, ils font le plein des stades parce qu'ils se reconnaissent en leur club. C'est leur club mythique. Quand on dit Agaza joue, on sait aussi ceux qui se réclament d'Agaza. Quand on dit Djumbe de Mango joue, on sait. Quand on dit Bikenti de Bassar joue, on sait. Donc je pense qu'il faut revenir à cette logique ancienne. Maintenant, il ne faut pas seulement s'arrêter au texte, il faut que l'essentiel suive. Les moyens, parce qu'aujourd'hui, pour promouvoir le football, il faut les moyens, il ne faut pas seulement réécrire les textes. Quand vous prenez le ministère des Sports au Togo, vous voyez le budget, c'est pour l'ensemble du sport au Togo, ça manque véritablement d'ambition. C'est un truc qui tourne autour de 3 milliards, je ne sais pas quoi. Ça ne servira pas à grand chose, vous voyez dans la loi des finances. C'est le ministère de petits budgets, ça. C'est le ministère de petits budgets. Communication. Voilà. Droits de l'homme et tout ça. Et quand vous comparez le budget du ministère des Sports du Togo à celui du Bénin, mais vous voyez l'énorme différence. Voyez-vous. Maintenant, ça c'est les tests. Sur la question des infrastructures, je laisse François parler d'abord. Je ne vais pas monopoliser. Quand vous prenez même les chiffres du budget, ça pose problème. Ouais. Le Togo, par exemple, est engagé dans une compétition qui va reprendre bientôt pour les éliminatoires. À double confrontation avec le Burkina. À double confrontation. Ouais. C'est la dernière étape en mars. Voilà, ça veut dire que les 3 milliards prévus au budget, ce n'est pas là-bas qu'on va les prendre. Peut-être qu'on va les prendre ailleurs. Et ça, c'est pour l'ensemble des sports. Oui, c'est pour l'ensemble. Le fonctionnement du ministère. Voilà, donc c'est un budget déjà à caution, qui manque d'ambition. Et ça veut dire que maintenant, on va aller puiser ailleurs. Peut-être c'est sous le fonds de souveraineté de la présidente de la République ou du Premier ministre. Oui, parfois c'est comme ça. Pour financer certains plans, ils sont obligés d'aller prendre sur la ligne budgétaire de la présidente de la République ou de la primature. Est-ce que vous voyez? Des corporatistes, comme on le dit, corporatistes. Et ces clubs, c'est un véritable problème. Et ceux qui roulent avec les fonds de... Vous allez voir depuis un moment, ceux qui sont à la tête du championnat, c'est ceux qui ont le beurre et l'argent du peuple. D'accord? Et des gens roulent avec RTG. Le bus des joueurs, c'est en RTG. Parfois, ils sont intégrés à la société ou bien
ils sont, par exemple, au port, vous allez voir, on va recruter des gens qui sont, disons, des emplois fictifs. Donc, voilà, ils sont là, ils sont rémunérés par le port pour jouer pour le port. Ce n'est pas le même tempo, par exemple, pour un Ifodje d'Atakpame, qui, c'est le responsable, c'est le premier responsable même qui doit sortir de l'argent. Il a parlé tout à l'heure, la multiplicité des clubs dans des villes, ce n'est pas normal. Et une seule ville qui a 3, 4 clubs, on le voit à Sokodé, c'est quoi ça? On le voit aussi à Takpame avec Tambo, et ça constitue même des problèmes présentement. Heureusement qu'il y a un retour à la normale avec la reprise du championnat sur le stade municipal de Takpame. Voilà, et donc, voilà les réels problèmes. Maintenant, on parle d'infrastructure. Et dans les 20 plus du chef de l'État, Fornia Sindé. Les fameux 20 plus. Les fameux 20 plus. Ça, on est reparti en 2005. Oui, on n'a jamais vu un seul stade pousser. Et pourtant, oui, ils avaient annoncé. Oui, ils avaient annoncé. Plein de stades partout. Plein de stades. Mais on a vu au niveau du Bénin, il a parlé de comparaison de budget. Quand vous voyez le Bénin avec des stades qui poussent comme des champignons. En un mandat. Oui, en un mandat. Même pas des stades, c'est des stades omnisports. Si. C'est pas des terrains de foot, des stades omnisports. Vous voyez, même le stade Kégé, le stade là n'est pas terminé. Non, ça n'a jamais. Oui, mais quand vous voyez la rénovation faite, moins de 20 ans après, qui a coûté encore plus de 15 milliards. Cette rénovation a coûté 15 milliards. 15 milliards à construire un nouveau stade quelque part. Donc vous voyez, il y a par exemple Gabriel Amei qui a sorti un projet. Mais vous voyez, même la voie pour aller à Ouamé, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Moi, j'ai fait ça le week-end passé. C'est quand vous arrivez, c'est avec Zemidia que vous continuez. C'est les transporteurs de banquets qui s'organisent avec des Ghanéens pour venir racler la route au Togo. Donc ce stade de Ouamé, que de Amei qui l'a dit, qui est aujourd'hui en disgrâce, ce n'est plus comme avant. Amei, voilà, où tout le monde passait, tout le monde, les officiers et arbitres, tout le monde passait. Chez Amei, aujourd'hui, ce n'est pas, c'est ingrat. Sinon, le peuple togolais est ingrat. Ce n'est pas bien. C'est pas le peuple togolais. Oui, ok. C'est le gouvernement. Oui, ce stade, par exemple. L'État peut reprendre ce stade. Voilà, l'État peut refaire la route. Il refait la route. Jusqu'à preuve du contraire, on a joué un match international là-bas. De la CAF. Homologué par la FIFA. La CAF. À Ouamé. Pourquoi l'État ne peut pas se saisir de cette opportunité? Ok, monsieur Gabriel, on n'avait plus les moyens. Mais voilà, vous n'avez plus de moyens. Voilà, l'État fait une concession avec nous. On peut lui trouver quelques millions. Subside. Voilà. Et l'État reprend le terrain et l'aménage. Ajoute les tribunes qu'il faut. Mais un gazon synthétique. Quand vous prenez le stade de Palimé, quand on dit le grand stade de Palimé, quand vous faites un dégagement, ça sort, ça il y avait de grand là-bas. Ça rentre dans la maison. Voilà une idée. Donc le stade de si tu es défenseur à Palimé, il ne faut pas trop tirer. Une méthode de force, le ballon se retrouve dans le ballon se retrouve de l'autre côté. Dans une mamite. Mais tout le monde acclame le grand stade de Palimé. Vous voyez? Maintenant, quand nous allons vers le projet Maceda, avec tous les idées de Tata. Je vous dis que on avait le projet de terrain pour l'école IAG, Institut Arnaud Janssen de Bassar. Et nous avions été à Maceda pour vous inspirer nous inspirer de ce que Amei et Tata Blessi faisait. J'ai dit ce jour-là, pour mettre pied sur la pelouse, tout le monde s'était dessouché. Dessouché. Parce qu'on avait marché un peu dans la boue et on avait peur de salir la pelouse. Je suis sérieux. Par exemple, aujourd'hui, les éperviers n'ont pas où faire les campements. Mais on peut faire de là Clairefontaine de France. Mais il faut que nos dirigeants sortent de ce concorde. Oui, bon, c'est parce qu'on n'est pas telle personne. Parce qu'on lui a prêté des idées qu'il soutiendrait un certain candidat aux élections, Kofi Yamia. C'est à cause de ça qu'on l'a défoncé.
C'est ça qui a fait la défoncer. Donc, l'État peut négocier avec Tata Avressi, mais nous prenons votre infrastructure, nous allons en faire notre claire fontaine au nord du pays. Il n'y a pas de terrain. À Kara, le stade de Kara, quand bien même le chef de l'État fort. C'est pas un stade, ça. Oui, c'est la même chose que Palimé. Tu dégages le ballon. Tu peux dégager le ballon sort dehors. Ça rentre dans la maison de Baka Michel. C'est pas intéressant. Voilà, donc il faut que nos dirigeants pensent. Faure Gnassingbé a dit dans ces 20 plus. Et c'est comme ces 20 d'un 10 stades. Non, il y en a plus. 40. Voilà. Je vais ramener ça. J'ai ramené le document là. Je vais ramener ça ici. Voilà. Donc, ça fait bientôt 20 ans. 20 ans. Rien. Mais chez lui-même, il n'a qu'à faire un stade au moins. On ne va pas lui en vouloir parce qu'il a construit un stade dans son. À Kara. Mais au fait, Boigny l'a fait. À Yamoussoukro. Aujourd'hui, c'est un bien pour tout le monde. Kara, c'est pour nous tous. Et puis, non, véritablement, pour le sport, il faut penser au moins 3 stades. Il y a à la sortie de Lomé, c'est-à-dire qu'après, parce qu'il faut un bon stade, il faut aller vers Kara ou Sokodé pour avoir véritablement un stade Sokodé et aller vers Dapan pour avoir un stade. Un grand stade. Et donc, voilà, les infrastructures, il en faut. Nous, on ne dit pas 40 stades. 40 stades, où est-ce qu'on va cultiver maïs? Voilà, c'est pas trop pour nous. On a besoin du minimum, c'est tout. Voilà. Non, d'abord, il faut dire quand même que sur la question des tests, c'est une bonne chose de revoir les tests. Donc, c'est un travail qui est en train de se faire. On espère que ça va aller loin. Mais revenons sur le problème même du désert d'infrastructures. C'est le thème qu'il faut. Le désert d'infrastructures. Le Togo est le seul pays de la région aujourd'hui qui n'a pas un hall de sport pour les sports de mer. Le Bénin en a eu dès les années 1974. Nous, on a fait ce forme de hangar là. On va arriver. On va arriver. On n'a pas de hall de sport. Et pourtant, ce n'est pas les moyens qui manquent. On n'a pas de stade omnisport proprement dit. Les gens du Niger, ils en ont construit. Les gens du Burkina, ils en ont construit. Moi, j'étais dans le hall des sports où Kaboré, pour son premier mandat, a prêté serment. C'est un grand centre. C'est un hall des sports. Comme on voit aux États-Unis, tout ça. Le Ghana en a. Certains en ont déjà 2. On a vu Dakar, Arena, qu'ils ont construit. Donc, ça, quand vous dites que vous voulez promouvoir le sport et que vous n'avez pas des infrastructures où les gens peuvent aller jouer, où vous pouvez abriter des compétitions internationales, il y a un problème. Quand les gens viennent au Togo ici, pour jouer au basketball, c'est sur le truc cimenté en face de l'ancien truc au quartier administratif là-bas. Quand tu tombes, tu te blesses, c'est ta peau qui part. C'est une dame, Nadou, la médecin, et cardiologue, qui était présidente de basketball du Togo, la fédération, qui a trouvé des tools pour faire ce truc-là que j'appelle l'entrepôt, dans lequel ils essaient de jouer le basket, qui est aujourd'hui même à des problèmes. Voyez-vous, vous voyez les terrains de tennis qui sont collés, de handball qui sont collés au stade omnisport là-bas, c'est des trucs pourris. Et pour un pays, et vous avez quoi? Vous avez le 2 février à côté. C'est-à-dire que quand quelqu'un, vous recevez un étranger, une personnalité, une autorité, un président, un chef d'État étranger, quand il est au 2 février et qu'il veut regarder la ville, il voit le terrain pourri du stade omnisport là-bas, où les tribunes sont, comment on dirait ça, entachées de moisissures. De moisissures. Et c'est l'image du pays que vous renvoyez de l'extérieur. Donc, dans un pays normal, où les gens ont des ambitions, ils veulent développer le pays, on se lève un matin là, on dynamite le terrain omnisport là-bas, on n'en a plus besoin. Si vous ne voulez pas construire un stade omnisport là-bas, vous récupérez tous les terrains qui sont là-bas, vous faites des infrastructures modernes, vous changez le visage de la ville. Comme Franco le dit, vous allez vers Agbelouvé, ou vous allez vers à la sortie de Thiévier, ou vous allez vers sortie Mouépé. Et vous réservez 20, 30, 50 hectares. Vous construisez des infrastructures modernes.
Aujourd'hui, vous avez deux voies qui débouchent sur Mwepé. Le contournement et la voie d'Aïdo Gomé. Et quand vous dépassez Bagbé, je ne sais pas, jeunesse pionnière et jeunesse en mission là-bas, vous prenez des terrains là-bas, vous constituez des infrastructures modernes où les gens peuvent aller jouer au football là-bas. Parce que aller là-bas, c'est en 20 minutes. Oui. Et en plus, en construisant des terrains là-bas, vous stimulez le développement autour de la zone. Parce que le terrain de Kégué, ce n'est pas un terrain, vous ne pouvez pas avoir dans une capitale un seul terrain qui n'est même pas aux normes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Disons, le terrain municipal, il est déjà vieillot, il est catastrophique. Ce n'est même plus un terrain, de mon point de vue. Mais vous avez seulement le terrain de Kégué, qui n'a jamais été achevé. Parce que vous allez à Kégué, malgré les 20 combien de milliards qui ont servi à construire au temps de Yadema, les 15 milliards de rénovation, il n'y a pas de chaises sur les gradins. Ouais. Vous vous asseyez sur les blocs. S'il fait chaud, vous avez chaud aux fesses. Dans une capitale. Alors, Talon, il a pris combien d'années pour faire des rénovations? Quand Fonds d'Assimbi a donné l'argent pour rénover le terrain de Sokodé, oui. Les gens ont bouffé une partie de l'argent. Il a fait quoi? Kara et Sokodé. Non, d'abord Sokodé. Oui. Les gens ont bouffé l'argent. Il a fait quoi? Ils ont donné de l'argent pour construire un terrain à Notien. Un truc bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu ça, au bord de la route. Oui, qu'on construit de façon bizarre. Et depuis 2018, ce terrain était censé être achevé 2 ans après. Depuis 2018, on est en 2023. La ville de Notien. Si vous voyez même l'État, ils sont allés là-bas mettre la pelouse synthétique sur les projets de la FIFA. Pendant que les gradins, les tribunes même ne sont pas encore achevés. Vous allez là-bas, c'est avec les agrafes qu'ils ont mis la pelouse synthétique. Et vous allez maintenant à Kara. Et à Kara, il y a 2 clubs. Le terrain tel qu'il était au temps du général Améi, qui a été préfet à Kara, à part le gazon synthétique qu'on a mis, c'est le même terrain qui existe. À Kara, c'est-à-dire dans la ville, des gens qui tiennent le pouvoir depuis 50 ans. Pas de terrain de sport, pas de hall de sport, pas de centre. Mais attendez, il y a un problème. Et donc, quand vous dites que vous voulez professionnaliser le football, d'accord, c'est une bonne chose de réécrire les tests, mais on pratique le football sur quelle infrastructure? Sur quelle infrastructure? À la limite, même dans certains villages aujourd'hui, les terrains des villages où il y a le gazon naturel est même mieux que les terrains de certaines villes. Parce que dans les villages, il pleut, tout ça, les gens entretiennent les terrains. Donc, au Togo, on n'a même pas de terrain omnisport. Aujourd'hui, le Bénin a construit 22 stades omnisport en un mandat. En un seul mandat. Et vous allez voir, dans quelques années, le niveau où ils seront en matière de pratique de ce football. Parce qu'une fois qu'ils ont mis les stades un peu partout, les gens vont apprendre, parce qu'il y a toute une logistique qui suit. Il y a une formation qui suit. Mais alors, si vous n'avez pas de terrain, vous faites quoi? Quand vous prenez le championnat togolais, le Togo va jouer contre le Burkina. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce qu'on n'a pas de joueurs. Vous n'irez pas en Arabie Saoudite, en Moldavie, en Indonésie, chercher des gens qui jouent dans un championnat de Gaïa pour venir jouer contre une équipe des joueurs de notre pays qui sont en D1 français, en D2 Angleterre, tout ça, pour espérer avoir des résultats. Parce que l'équipe du Burkina est solide dans tous ces compartiments. Le Togo a... C'est un Gaïa club. C'est des gens qui sont là, qui jouent une première partie, et puis la deuxième partie sont fatigués. Et puis c'est fini. Oui, et donc vous allez voir ce qui va se passer. Alors que dans ce pays est connu pour être un vivier de talent en matière de football. Et donc, où sont les centres de formation? Par exemple, toutes les préfectures ou les régions, où sont les centres de formation? Où sont les viviers? Où sont les structures où on forme les joueurs? Mais si vous ne formez pas, comment vous pouvez avoir les gens? Aujourd'hui, quand vous prenez le championnat du Togolais, c'est des Ghanéens, des Nigériens qu'on recrute. On dit par exemple que ASCO joue. Mais cherchez à savoir combien de joueurs togolais sont dans ASCO. Combien de joueurs togolais sont dans ACK. Combien de joueurs togolais sont dans Dito. Après, même les Togolais, quand on finit de les détecter à un moment donné, il faut essayer de les faire naître à la sûreté, c'est-à-dire leur faire une seconde naissance, diminuer leur âge. À peine ils courent, ils sont fatigués. Et donc, c'est toute une réflexion qu'il faut faire. Et ce n'est pas que dans le domaine du sport. Quand je dis par exemple, on n'a pas d'infrastructure dans le domaine sportif. Vous n'avez pas dans ce pays un centre culturel. Vous n'avez pas dans ce pays un musée. Vous n'avez pas dans ce pays un centre artisanal.
Et vous n'avez pas dans ce pays un commissariat central. 60 ans après les indépendances, vous n'avez rien en termes d'infrastructure. Vous n'avez pas de théâtre national. Vous n'avez pas de centre culturel propre au Togo. Vous n'avez rien. Ailleurs, dans les autres pays, dans les villes, la capitale, on réserve 20 hectares, 15 hectares, 60 hectares, on construit centre artisanal, centre culturel. Ceci, c'est des lieux où l'État a... C'est des structures qui appartiennent à l'État. Ici, il n'y a rien. Même commissariat central, vous n'avez pas. Alors, où est-ce qu'on va? Donc, il y a fondamentalement un problème de manque de vision dans ce pays. Ce n'est pas question de discours. Il faut passer aux actes. Ce n'est pas après 3 mandats qu'on vient dire aux gens, dans des tournées, que on va faire ci, on va faire ça, ne vous en faites pas. Ou bien c'est les directeurs régionaux qui doivent faire ci, doivent faire ça, assurer le maintien de l'État. Non, qu'est-ce que vous faites? Quand on a donné l'argent pour refaire le terrain de Kara, on a bouffé l'argent, on a puni qui? Quand on a donné l'argent pour refaire le terrain de Sokoré, et on l'a fait à moitié, on a puni qui? Quand on a donné l'argent pour faire le terrain de Notien, où il y avait un premier ministre qui a fait 5 ans, on a puni qui? Personne. Même Kégué ici, vous voyez l'état du terrain de Kégué. Aujourd'hui, on est obligé de faire, d'ouvrir une partie du terrain de Kégué, les salles à des réceptions de mariage pour pouvoir gagner de l'argent et entretenir le stade. Vous trouvez que c'est normal? Non, mais est-ce qu'il reverse la chose? Je ne sais pas si au budget. Vous voyez, et il a parlé des centres culturels et autres, mais quand on court, on fait ballon, on se casse les pieds, il faut aller à l'hôpital. Ouais. Vous voyez, la dernière fois, regardez, on s'est même posé la question de savoir quel hôpital de référence pour immortaliser le nom de Fort Gnassingbé, le long règne de Fort Gnassingbé. Tout ce qui est comme hôpitaux, c'est de l'ancien temps. Docteur Lafia, c'est privé. On a dit que c'est privé, c'est pas public, c'est pas de Fort. C'est de la Caisse nationale de sécurité et aujourd'hui des partenaires privés à qui on a lancé l'actionnariat. C'est la dernière fois, il y a une semaine, que le chef de l'État a pu visiter les hôpitaux de Kara. Qui sont dans un état de délabrement. Dans un état de délabrement. On a écrit tout ça là dans le journal parce qu'il n'y a même pas de salle pour les médecins, là où on va soigner. Pas de scanner. Vous imaginez? Aujourd'hui, il n'y a même pas l'eau dans la ville. Il n'y a même pas de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'eau à Kara. Il n'y a pas l'eau. Si, il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau. Donc, vous voyez, c'est un problème. Les gens ont cru qu'ils sont en train de fuir le gazon naturel pour aller vers le gazon synthétique. C'est un autre problème. Encore que le gazon synthétique pose un problème de santé. Pose un problème de santé. Il faut l'arroser même. On l'arrose. Même au-delà, il pose un problème de santé. Il y a plusieurs documentaires. Oui, des gens, à force d'utiliser le gazon synthétique, il y a eu des gens qui sont paralysés. Mais qui est parti se mettre les gazons synthétiques, Notien aussi, ils vont trouver l'argent pour rénover ça demain. Quand ça a une durée de vie. Quand ça va finir d'intoxiquer les gens, ils vont trouver l'argent pour rénover. Il y a le gazon naturel. Mettez les bons gazons, construisez les pompages pour l'arrosage, puisque le même arrosage, vous allez les utiliser. Vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est en train de renforcer ces infrastructures sportives pour la canne qui va arriver. C'est-à-dire qu'il n'y a que nous au milieu. Nous, on ne demande pas d'en construire autant. Si tu viens de le dire, oui. Si on fait 2 grands stades à Lomé, de normes vraiment internationales, et on crée des stades omnisports, un hall de sport pour tous les sports de mer, c'est-à-dire vous voulez jouer volleyball, handball, il y a un grand hall pour tous ces sports-là. On crée un grand stade au centre du pays, par exemple Sokoré, où on connaît la ferveur pour le football. On met à Kara, on met un autre à l'extrémité à Dapaon, parce que Dapaon aujourd'hui est devenu aussi un pôle économique. Même à Bassar, pour régler le problème. Bassar a encore les terres. Oui, il y a son problème. Bassar a encore les terres. Il y a la voie de contournement aujourd'hui qui va passer par Bassar pour déboucher sur Mango. Entre Bassar et Mango, vous avez à peine 1h30. Et puis ce qu'on ne dit pas aux gens, quand vous avez une ville comme la ville de Lomé qui se développe dans le désordre total, avec tout ce qui va comme spéculation foncière, où les gens anticipent, ils vont acheter les terres après pour les vendre. Qu'est-ce que l'État réserve dans la périphérie de la ville de Lomé pour les infrastructures, par exemple sportives de mer, culturelles, tout ça? Est-ce que l'État anticipe par exemple dans les zones de Vaughan, sur la route de Vaughan, sur la route d'Anéron, sur la route du Nord, sur la route de Palimé, est-ce que l'État réserve des espaces de mer
pour construire un centre culturel, un hall de sport. Parce que la ville de Lomé est déjà saturée. Vous ne pouvez plus casser les maisons dans les quartiers de Lomé pour y installer des halls de sport. Pour construire un hall de sport, il faut minimum 20 ans. Parce qu'il faut d'autres infrastructures connexes. Vous faites quoi? Donc en termes même de planification, même de la gestion du pays, il y a fondamentalement un problème. Et je pense que le ministère de la planification n'existe plus. C'est l'administration territoriale qui essaie de gérer ça. Est-ce que c'est normal? Donc, quand l'État aura besoin de terrain, puisque le ministère de l'urbanisme, les agents qui sont là-bas au même ont déjà vendu les réserves administratives, quand l'État aura besoin de terrain, c'est maintenant l'État qui va aller acheter les terrains chez les particuliers. Et on ne les paye même pas. Est-ce que c'est normal? Donc, on ne peut pas laisser un pays en vrac comme ça. On gère le pays comme... Il n'y a même pas d'épine dorsale. On gère le pays comme une épicerie de quartier. Même quand vous avez votre propre maison, vous savez disposer les choses dans votre maison. Ça reste ici. Comment appelle-t-on? La cage du chien ici. Voilà le garage pour le véhicule. Les débarras sont ici. La manière dont on organise une maison, c'est de la même manière qu'on peut organiser une cité. Donc en mettant les choses à leur place. Mais là, on n'a pas d'infrastructure. Donc la pauvre ministre des Sports, elle a beau avoir des belles idées, elle a beau avoir une volonté de changer les textes, si, et je le dis bien, si le nécessaire ne suit pas, si elle est sur son budget de 3 milliards dans son ministère, elle ne fera rien. Elle ne fera rien. Parce qu'elle ne pourra pas faire le miracle. Et ce ne sont pas les fonds qui manquent dans ce pays. Là où les gens prennent les fonds et que les fonds disparaissent, il suffit de les mobiliser. Ou il suffit de monter de bons projets, d'approcher les partenaires. Ceux qui ont construit l'aréna de Dakar, ils ont vu les Turcs. Ils ont vu les Turcs. Ou bien, nous on va en Turquie, on fait quoi? Donc il faut que les gens réfléchissent. Non, on va en Turquie, on va en Arabie Saoudite. La dernière fois on est allé à la Coupe du Monde. On va au Qatar. Au Qatar. Qu'est-ce qu'on négocie? Quel partenariat? Il a parlé des réserves. Vous voyez l'église catholique dans sa dynamique d'avoir des réserves. Mais quand vous arrivez, c'était même aujourd'hui, combien? C'est eux qui ont dû rétrocéder encore une partie. Il y a des terrains. Oui, aux populations. L'église catholique. Ça veut dire que est en avance sur l'État togolais qui n'a pas de réserve. Moi je dis pour un grand stade au Togo au nord, il y a la zone de Tankpa Yarbou qui fait croisière entre Kabou, Kara, Dankpen, Bassa et le Ghana. Mais imaginez, quand nous on joue à Bassa, les gens qui viennent du Ghana, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Maintenant, aller au-delà des tests, tout. Il faut dépolitiser, déunifier le sport. Voilà, le sport. Parce que c'est un fléau. Aujourd'hui, tous ceux qui sont à la tête des clubs, tous les présidents de clubs, c'est unir. Sinon presque. Les groupes, pour être dedans, il faut être uni. Voilà, il faut porter bleu. Et les stades même sont en bleu. Donc il faut. Il reste les ballons. Voilà, il faut dépolitiser le sport, puisque avec ce football-là, vous voyez, avec la période électorale qui s'annonce, vous allez voir partout les gens, oui, que c'est le sport, c'est le nom qu'ils utilisent, le nom des clubs. Le sport est rassembleur. Voilà, après un rassembleur. Ils l'ont même fait à Bassa tout dernièrement. Donc, vous voyez, et quand c'est comme ça, déjà au niveau de la fédération, vous verrez que soit si votre club émerge, c'est parce que vous êtes à la fédération, ou bien c'est parce que vous êtes bien placé dans le parti Unir. Parce que déjà, au début, on sait ceux qui ont besoin du club et qui vont rester en première division. Vous autres là, vous allez jouer fatigué. Donc, ce n'est pas le test professionnalisme qui va changer le foot, mais lorsque les gens ont la mentalité de désigner déjà ceux qui vont aller en division inférieure, ou ceux qui vont être maintenus, ceux qui seront premiers, c'est à partir de là que les gens peuvent investir. Je ne peux pas investir dans quoi moi aujourd'hui, le foot ne m'intéresse plus parce que je sais quand est-ce que le premier est choisi, le dernier est choisi. Il y a des matchs, quand ils feront match nul, parce que vous voyez qu'on n'aura pas besoin que lui là, il échoue. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà comment notre foot est. On a politisé. Et partout, si ce ne sont pas des maires, c'est des députés et autres qui ont les équipes en main, qui font des pieds et des mains.
au niveau de la fédération pour que leur équipe soit maintenue. Donc vous pouvez être pro n'importe comment. Vous pouvez mettre n'importe comment, combien d'argent dans la cagnotte quand les dieux ont décidé que vous serez en division inférieure et que vous allez y rester, vous allez y rester. Ce n'est pas question de bons joueurs, ce n'est pas question de professionnalisme. Ça nous est déjà arrivé en 2018-19 où nous étions premiers en phase aller. Il nous manquait seulement 2 buts et 2 points à Gbekinti pour être maintenus en première division. Imaginez, et ça même, ça, je le dis souvent parce que c'est la complicité des gens de la fédération, la complicité des arbitres, même la complicité des journalistes, des populations, pour que l'équipe là, Gbekinti là, tombe en deuxième. Et pour avoir 2 points, on n'a pas pu l'avoir pour les 11 journées qui ont suivi, pour avoir été premier à l'intersaison. Parce qu'on dit qu'il y a eu une certaine violence et il faut punir l'équipe, les joueurs jouent, les enfants jouent. Dès qu'on sent qu'ils développent un bon jeu pour aller vers le but, un siffle. C'est fini. C'est comme ça qu'ils ont traîné. Non, moi depuis lors, si vous me dites, si vous me dites de mettre encore un franc dans le ballon ici au Togo, je ne peux pas. Nous on a pris du risque. Il y a le match, il y a un match à Sokodé, il y a un match à Kara, nous quittons Lomé. Après le match, on revient à Lomé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est du risque. Mais vous allez risquer pour votre football. Vous risquez pour une cause. Alors que derrière, il y a des gens qui ont déjà décidé que votre club va tomber. Et ça ne peut pas faire évoluer. Madame la ministre, vous êtes dévouée, charmante, mais sachez que le pays ne vous donne pas la main de faire ce bon travail qui vous inspire. Que, voilà. Elle va continuer quand même. Elle est passionnée, mais dommage. On souhaite qu'elle réussisse parce que... mais la décision doit venir d'en haut. Et le premier responsable du pays, quelle est la dynamique qu'il veut impulser pour le pays? Qu'est-ce qu'il veut? Parce que les ministres sont sous son autorité. C'est lui qui dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux que mon pays, dans 2, 3, 4 ans, soit à ce niveau. Et aujourd'hui, on sait que le sport au Togo, c'est les présidents des clubs qui triment. Et vous savez, quand on dit, bon, au début du championnat, on donne 5 millions, mais je ne sais même pas combien on donne. Quand vous prenez un bus, Lomé, Kara, vous revenez, vous faites 3 tours, les 5 millions sont finis. Parce qu'il faut payer les joueurs, il faut payer la logistique, il faut tout ça. Et donc, ce n'est pas de l'argent conséquent pour faire tourner un championnat. Et c'est des miettes. Mais on sait que dans ce pays, des gens, les 5 millions là, c'est l'argent que des gens qui sont au port volant une seule journée. Ils rentrent à la maison avec un bafana rempli qui échappe au trésor. Donc on ne peut pas dire que dans ce pays il n'y a pas l'argent. On ne peut pas dire que dans ce pays il n'y a pas l'argent. Puisqu'il y a des individus qui sont plus riches que l'État. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Ce n'est pas des industriels, ce n'est pas des Dangote. Donc il faut trouver l'argent pour financer le sport. Et le sport aujourd'hui, ce n'est plus un jeu de plaisir. C'est toute une chaîne économique. Quand on vous dit, on vous parle de Neymar, d'Mbappé, vous avez, on vous parle de Ronaldo, on vous parle de Messi. Vous avez le vertige quand on vous dit le chiffre qui tourne autour d'eux, l'argent qui tourne autour d'eux, et tout le système économique qui se construit autour de ces gens-là. Quand vous jouez sur un terrain, un match qui dure pendant 1 heure de temps, il y a une petite économie qui se développe le temps du match. La femme qui vend du goro qui est là, celle qui vend je ne sais pas, des arachides et tout ça. Et donc il y a une économie. Et aujourd'hui, ceux qui ont réussi à professionnaliser le football, ça leur attire beaucoup d'argent, des financements. Donc nous allons vers de nouveaux défis. Et nous les Africains, on prend tout à la légère. C'est parce que les autres font ce qu'on veut faire. Quand vous prenez les joueurs, les gens n'investissent pas dans l'avenir. Quand on vous fait le parcours de ces Mbappé là, qui est étonné de là où l'enfant là est aujourd'hui? Parce qu'il est parti de très tôt. Oui. Depuis, je ne sais pas, Bondy, ou je ne sais pas comment il s'appelle ça, là où il était, il est parti de très tôt. Et quand lui, déjà à 5 ans, il est dans un centre de football. Messi, Neymar, Ronaldo. Vous avez pas des gars qui jouent à 18 ans, un gars qui a 20 ans, et c'est après que vous lui faites un papier, vous ramenez son âge à 16 ans, et vous voulez qu'ils soient au même niveau que ce garçon. Quand vous n'investissez pas, vous n'aurez rien. Donc, ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent dans le pays. Les gens se sont essayés, comme Franco le dit. Je sais qu'il était dans le club de Gbekinti, mais les gens sont ruinés.
Parce que quand vous tenez un club de football au Togo, c'est vous qui êtes tout pour le joueur. Quand sa femme accouche, il vient vers vous. Quand il n'a pas payé le loyer, il est sous votre porte. Quand il a une ordonnance, il est à votre porte. Finalement, vous prenez toutes vos économies, vous mettez dans le sport. Et quand vous allez remarquer après que malgré tout cet effort-là, il y a des arbitres véreux qui reçoivent des consignes pour siffler des pénaltys là où il n'existe pas. Ce qu'ils appellent les pénaltys pour un président. Le pénalty pour le président. Vous êtes ficelés. Donc, pour terminer, c'est une très bonne chose, mais je reste dubitatif parce que pour moi, c'est l'argent qui est au cœur de tout. Et quand je lis la loi de finances au Togo, je vois le budget du ministère des sports, je dis, avec la bonne volonté de la ministre qui veut faire bouger les lignes, elle n'a pas suffisamment d'argent, à moins qu'il y ait un fonds souverain quelque part, où il y a des partenaires qu'ils vont voir, qui vont leur donner de l'argent pour financer les infrastructures de grande envergure, pour changer le visage On ne demande pas de construire les stades comme au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Parce qu'après, il faut les entretenir. Après, il faut les entretenir. Mais on a besoin du minimum, de l'essentiel pour faire éclore les talents. Et c'est le plus important qu'on demande. C'est le minimum qu'on demande. Pour chuter, permettez-moi. Vous savez, on parle d'infrastructure il y a quelques années. Il a bien parlé que j'étais vraiment membre actif de Bekinti. Et on était, la période là, on était bien en championnat. Mais il y a une dame qui est venue décider qu'on veut construire le Fort Gnassingbé, a dit qu'il va doter Bassar d'un stade de Wembley. À Bassar. Et à cause de ça, c'est Madame Bonfo Abira, la députée. Ouais. Et à cause de ça, on a stoppé le match sur le stade de Bassar. Okay. Et ils sont partis faire quoi? Quand vous voyez, ils ont grillagé, mais la pelouse, je ne sais pas si c'est ça que le chef de l'État, Fouad Gnassingbé, a offert au Bassar comme stade Wembley. Et il a dit tout à l'heure, quand vous êtes responsable de ballon, les joueurs, ils ne vous appellent même pas président, ils vous appellent papa. Vous êtes papa pour tout, pour leur famille. Moi, j'étais à côté je n'étais pas membre du bureau, mais monsieur Daoun Bounjou, il m'avait fait, disons, chargé de communication. Mais je dis que vous allez jusqu'à vendre vos biens. Le terrain. Pour mettre dans le football. Dans le foot. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps, vous le faites? Les gens sont là, ils vous critiquent seulement. Ouais. Les gens sont là à envoyer sur le terrain des voyous, des badauds. Pour créer de la violence. Pour créer de la violence. Et suspendre le club. Derrière le dos du président. Et on suspend votre équipe. Mais ces joueurs, c'est des ingrats aussi. Quand le joueur, il est là, il vient, il chose, vous lui faites tout. Le jour où on lui signe un contrat, il trouve un contrat quelque part, on met en contribution la fédération contre le corps, on met en contribution les médias, et dès que le président refuse de signer un papier, on le lamine bien. Bon, vous voyez, et c'est comme ça, on laisse partir les joueurs. Les autres clubs ne payent pas les droits. Par exemple, je prends le cas de Sabirou qui est parti. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis comme ça. C'est moi qui ai supplié le président. Président, il faut les libérer là. Ce n'est pas l'argent là que nous on attend. S'il le fait bien, ça va bien. Vous voyez comment ils finissent. Ils n'arrivent pas à avancer parce qu'ils n'ont pas respecté la nature. Parce que c'est les gens qui vous ont aidé, c'est les gens qui vous ont fait. Mais quand vous êtes arrivé à un niveau où vous devez faire profiter, pas au président, au club. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, Daoud n'est plus président de Bekinti. On est parti supplier un ingénieur, M. Batikomi, qui a sa petite entreprise, qui roule bien. On est parti le supplier de venir prendre Bekinti. On va l'aider. On a laissé l'équipe sur le dos de Batikomi. Je dis, tous ces grands-là que vous voyez qui gavardent que je suis cadre Bassar, je suis député. Oui, quand il faut quelque chose, ces cadres ils disent, je suis député Bassar, je suis questeur Bassar, ministre. Ils sont fenêtres. Ils ne donnent pratiquement rien à l'équipe. Si aujourd'hui Daoud n'était pas là pour aider encore son frère Batikomi, l'équipe Bekinti là ne serait pas là où l'équipe est présentement. Voilà ce qu'ils font. Mais le temps est arrivé. Vous allez les voir sur tout le terrain. Oui, les cadres Bassar, nous les cadres, nous faisons le foot pour ça. Nous les fenêtres. Un cadre à Bassar. Non, un cadre à Bassar
même celui qui a BPC, mais qui est de lire. Ce n'est pas en termes de diplôme ou en termes de fonction. Donc c'est comme ça chez nous. Donc c'est un appel pour que tous ceux qui Gambant et le chef de l'État, c'est vos collaborateurs, ils viennent vous mentir, qu'ils supportent les équipes, c'est faux. Ils ont abandonné. Francis, merci beaucoup. Merci. Et nous allons passer au second sujet, mais avant d'arriver à ce sujet, nous allons marquer une petite pause. À tout à l'heure.